François Crépy, c'est le leader de tous les colons. C'est l'homme qui parlait très bien, très bien. Et il savait défendre tous les problèmes des colons. Quelques problèmes qu'il y a à la colonie, François Crépy allait au palais d'Urquiza pour résoudre la question. La Savoie n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une terre de prospérité. Pendant des siècles, du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe siècle, des centaines de milliers de jeunes savoyards, la plupart du temps, ou savoyardes, ont quitté le pays pour aller trouver ailleurs les moyens de vie, parfois de survie, et pour laisser un peu plus de terre à ceux qui restaient au pays. Alors parmi ce grand mouvement d'émigration qui a concerné d'abord l'Europe, surtout l'Europe, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et puis la France, parce qu'on avait avec la France un point d'ancrage solide, c'était la langue. Parmi cette émigration importante et longue à travers les siècles, une spécificité, c'est l'émigration vers l'Argentine. Spécifique pourquoi? D'une part parce que elle concerne assez peu de personnes, quelques milliers de personnes, savoyards et valaisans. Spécifique également parce qu'elle concerne une petite période de l'histoire, au milieu du 19e siècle. Et puis spécifique parce que contrairement aux autres émigrations, où quand on partait, on souhaitait revenir au pays, où on pensait revenir au pays pour ces vieux jours, eh bien là on partait pour toujours pour fonder un nouveau pays qui était l'Argentine. Les émigrants ont dû traverser l'océan Atlantique pour arriver en Argentine. L'Odyssée a été périlleuse. Ils ont mis 3 mois pour effectuer cette traversée. Pero la mayoría no tan felices. Beaucoup d'événements se sont produits au cours de ce voyage. Certains l'ont bien vécu, mais pour la plupart d'entre eux, cela fut très dur, parce qu'il manquait de nourriture, il manquait d'eau potable. Il se produisit des tragédies. Certains tombèrent malades à cause de la promiscuité dans les bateaux. Ils dormaient à 6 dans un même lit. C'était surtout les enfants qui tombaient malades. Il y a des anecdotes très douloureuses à ce sujet. Une, par exemple, qui apparaît sur une lettre écrite par une Travichet de Savoie écrivant à sa sœur. Elle lui disait: qu'est-ce que j'aimerais te serrer dans les bras, ma sœur, mais c'est impossible. Il y a tant d'eau qui nous sépare. Le général Urquiza, président de la Confédération, avait dans son programme gouvernemental le projet d'encourager l'agriculture. Il avait donc besoin d'hommes courageux pour travailler ces terres. C'est pour cela qu'il fit appel aux immigrants et leur proposa ces terres à travailler. Il ne leur a pas donné ces terres, mais il leur a donné beaucoup d'opportunités pour qu'ils puissent devenir un jour propriétaires. Ce sont ces terres travaillées par les immigrants savoyards, autrefois propriété du général Urquiza, qui sont devenues aujourd'hui la colonie de San José. Quand les Savoyards sont arrivés ici, il n'y avait rien, aucune grande ville, mis à part celle de Concepción del Uruguay et celle de Paysandú en Uruguay. Alors arrivés au bord du fleuve Uruguay, au niveau de San José, on les a débarqués et puis on les a accueillis. Ils ont eu la chance d'être accueillis par 2 Français
le Sourig, hein, qui était l'arpenteur, le géomètre et qui attribuait les parcelles. Et puis Alexis Perret, qui avait été désigné par le président Urquiza comme l'administrateur de la colonie, c'est-à-dire l'organisateur de leur installation. Donc on leur a attribué des parcelles les uns après les autres, hein, ils étaient cantonnés dans un camp provisoire au bord du fleuve, et ils se sont installés progressivement, c'est-à-dire qu'ils ont défriché, ils ont construit leur première maison sur leur terrain pour installer leur famille, des maisons tout à fait précaires, et puis ils se sont mis au travail assez rapidement. La colonie est devenue prospère et dynamique, car Alexis Perret, qui était l'administrateur de la colonie, qui était un émigré français qui avait été condamné à quitter le pays au moment du coup d'État de décembre 1951 par Napoléon III, c'était quelqu'un d'idéaliste qui voulait appliquer en Argentine ce qu'il souhaitait pour son pays. Donc il a créé rapidement une organisation très intéressante avec une école publique, une justice de paix, un état civil, un cadastre, etc. Toute organisation qu'on n'avait pas au pays à cette époque. Ahora, ¿qué es lo primero que hicieron? Fue quelle a été la première chose qu'ils ont faite en arrivant en Argentine? Cela a été de préparer l'endroit où ils allaient habiter. Ils ont bâti des maisons très rudimentaires et ils ont commencé à travailler la terre. Ils ont semé du blé, du lin, du maïs, ce qui entraîna des récoltes rapides. Ils se sont occupés également des produits de la ferme. Urquiza leur avait donné des vaches qui leur donnaient du lait et avec lequel ils pouvaient fabriquer du beurre et du fromage. Il y avait aussi la farine de blé et de maïs qui étaient les principaux ingrédients pour pouvoir se nourrir. Et c'est comme cela qu'ils ont forgé leur avenir lentement, mais avec beaucoup d'enthousiasme. L'immigrant qui venait ici avec une grande force et l'envie de travailler afin de se forger une nouvelle destinée, un horizon meilleur. Alors rapidement, San José s'est développé d'une manière intéressante et ça a posé des problèmes d'expansion et de développement. Donc 5 ans après, on a fondé la colonie, la deuxième colonie qu'on appelle aujourd'hui Colón, hein, qui est la ville de Colón, la plus importante des trois aujourd'hui, qui a permis, en installant cette ville au bord du port, de donner à la colonie de San José des moyens de communication par le fleuve avec San José et avec les villes, parce que produire c'était bien, mais il fallait encore pouvoir vendre ces productions. Et l'installation et le développement du port de Colón a été déterminant dans le développement des colonies savoyardes en Argentine. Et puis 30 ans plus tard, toujours pour des problèmes de développement et d'installation des jeunes, eh bien, on a fondé la troisième colonie, Villa Elisa, en 1890. Et aujourd'hui, ces trois colonies, San José, la colonie fondatrice, Colón, la colonie qui a permis le développement de la première, et puis Villa Elisa, la petite dernière, sont trois colonies fondées et occupées par essentiellement des gens d'origine savoyarde et valaisanne, qui comptent aujourd'hui ensemble près de 60 000 habitants. Donc les quelques milliers d'habitants qui sont partis au début ont donné naissance à trois villes qu'on peut dire prospères, dynamiques, bien organisées. Oui, ben moi je suis d'Abondance. Je suis d'Abondance, j'ai toujours été agriculteur à Soulpa, hameau d'Abondance. Et je m'appelle Follier Benoît. Ben, c'était dans un alpage où
où on allait l'été, et puis là, il y avait une colombe. Il y avait une colombe qui était suspendue dans le chalet. Cette colombe, j'avais 7-8 ans quand je l'ai vue. Et un jour, j'ai dit, tiens, il faut que j'essaye de refaire cet oiseau que j'avais vu suspendu dans le chalet. Alors j'ai pris du bois, je prenais le bois qu'on mettait au fourneau, dans le feu. Alors c'était sec, ça cassait. Quand personne ne vous explique comment choisir le bois et puis le sens du bois, ça a été très long avant d'arriver à faire quelque chose d'à peu près bien. Hein. Je suis peut-être même resté des années avant d'arriver à faire quelque chose de bien. Mais bon, à force de persévérer, eh ben, voilà, je suis bien arrivé quand même. Alors, on débute avec un bout de bois et puis voilà, à vue d'œil pour faire le corps. Là, je mesure pour la longueur des plumes. Vous en faites depuis combien de temps? J'en fais depuis, il y a bien 50 ans quoi, que j'ai fait ma première colombe. Moi, je pense que c'est vieux parce que moi, cette colombe que j'avais vue dans le chalet d'alpage, là, c'était un grand-oncle qui l'avait fait. Lui, je l'ai connu, mais il était vraiment âgé. Il était né en 1867-68, je ne sais plus exactement. Pour commencer, je fais toutes les lamelles. Une fois que j'ai fait tailler à peu près le corps, je fais les lamelles pour ensuite faire les sculptures. Mais je fais toutes les lamelles avant. Il faut que coupe bien, oui, parce que s'il ne coupe pas, c'est vrai que ça ne va pas, surtout pour faire les petites sculptures. Hein, c'était un porte-bonheur, voilà, le symbole de la paix. Ça, c'est pour les ailes. Les deux côtés sont faits pareil. Voilà, quand le dessin est tout fait, ben, on prépare pour mettre dans le corps. Et je fais l'encoche pour mettre l'emplacement des ailes. Voilà. La dernière, je la coupe. On offrait aussi, le fiancé offrait la colombe aussi à sa promise, quoi. Ah ben, j'en fais pas mal pour des cadeaux de mariage, ouais. Donc ça, c'est avant de se marier alors? La plus petite, oui. La deuxième partie. Alors voilà les deux pièces. J'avais un grand-oncle justement. Oui, c'est même... oui, le grand-oncle. Qui était parti en Argentine chez Claude Danelli était parti en Argentine en 1900, autour de 1900 quoi. C'était un Danelli. Ma mère était une Danelli d'ici, là, au Tronchet. Et il n'y a plus de Danelli.
Ça, c'est le garde-manger. Pour protéger la nourriture du contact des mouches, il était utilisé principalement pour la viande. J'ai toujours été agriculteur. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai semé du riz, mais maintenant c'est mes enfants qui continuent. Je fais toujours partie du clan. J'ai formé ce clan dans lequel on est tous ensemble. Et maintenant j'ai arrêté mes activités. Et je passe mon temps à faire ça. Tout ça, je l'ai pensé en une nuit pour l'offrir au centre Savoie-Argentine. Pour que quand nos parents viennent, ils découvrent comment nos ancêtres vivaient. Ça, c'était le four, qu'on peut retrouver et voir aujourd'hui. Les anciens l'avaient construit pour pouvoir cuire le pain. La grand-mère pétrissait et faisait cuire le pain dans ce four. Il faisait le feu à l'intérieur, il mettait le pain et il fermait. Ça prenait un sacré bout de temps. Voici la maison familiale où il y a les chambres, la chambre des garçons, des filles et la chambre des parents. Une maison à 3 chambres pour une famille nombreuse. Il y avait parfois en fait 12 à 14 personnes, plus les parents. À côté de la maison, faisant une sorte de L, il y avait la cuisine avec la cheminée du fourneau. Et à côté, la salle à manger pour les réunions familiales. Généralement, la cuisine était une pièce où la famille passait beaucoup de temps. Le bois a 80 à 90 ans à peu près. Ça appartenait à mes parents. C'était des vieux véhicules, des roues de char par exemple. Ou toute autre chose un peu ancienne. Je récupère le bois puis je le transforme. Parce que l'artisan est un transformateur de matière. Là nous avons un couteau pour l'assado. Pour voir si la viande est bien cuite. Et ne pas se brûler les doigts quand on le coupe. Celui qui fait l'assado sait comment se servir de ce couteau. Ensuite, nous avons la fourchette pour piquer et tourner le poulet, ou les côtes, tout ce qu'on met en fait sur la grille de l'assado. Espectador allá en una playa de esa donde muestran la... No se lo saquen, por Dios que se lo saquen. Para ustedes. No, que tenemos un montón de días. Ya sonó la lasta, ¿no? ¡Qué cosa podrida! El capitán de la armada en el sur de la Argentina. ¿Quiere chorizo? Aquí se cobra. Haceme 3 sándwiches. ¿Qué los hace? ¡Ah!
elles doivent être sûrement à la forêt parce qu'on n'a pas l'air de les apercevoir là. C'est elles qui vont aller les chercher. Pourquoi tu rigoles? Eh ben, on y a fait depuis tout jeune, quoi. On est déjà avec les parents et puis après on a pris la succession. Là, elles sont dans la forêt, là derrière. Les filles vont les chercher pour les descendre. On a 23 laitières. 23 laitières et puis une quarantaine en tout avec les genisses, avec la relève, quoi, la jeunesse qu'on garde pour remplacer les vaches de réforme. Les vaches qui sont usées, quoi. Qui filent après alors après, c'est l'abattage. Bon, c'est pas des gros prix hein, dans la vache de réforme, c'est assez dur, quoi. L'hiver, on arrive à quasiment à peu près tous les ans, 20-25 octobre ici, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu spécial, parce que nous les vaches restent ici en haut toute l'année. Hein. Alors, à partir quelque chose près tous les ans, 25 octobre, elles ne ressortent pas jusqu'au début mai. Hein. Le foin, on le monte en tracteur jusqu'en dessous, là. Et puis après, on le prend avec un motoneige, là, sur une luge. Moi, c'est des balles rondes, hein, des balles de 250 kg. Alors, une à la fois, qu'on charrie en haut avec le motoneige. Toi, tu travailles avec maman, Charlotte? Hein? Pauline, tu restes là aussi? Tu feras les veaux en même temps? Hein? Ça reste les 4 gros à boire. 5. Alors, le lait, bon, ça varie à peu près des périodes aussi. Hein. Quand c'est au printemps qu'il y a de la bonne herbe, de l'herbe fraîche, c'est des vaches qui arrivent à faire, mettons, entre 15 et 25 litres, quoi, par jour. Ça dépend, hein, c'est pas tout pareil. Hein. Et puis, bon, à cette époque-là, bon, elles ont déjà... Ça a déjà baissé un petit peu le lait, l'herbe est moins bonne. Elles arrivent encore à faire une quinzaine de litres par jour, quoi, à peu près. Donc une vache, ça fait 20 litres par jour alors? À peu près, hein. T'en as qui sont meilleurs que d'autres. Mais bon, celle-ci, par exemple, on leur donne pas de croquettes, nous, l'été. Parce que t'en as, ils donnent des croquettes toute l'année, c'est sûr qu'elles font bien plus de lait. C'est du lait qui part pour fabrication d'urblochon et fromage d'abondance.
Et puis là, on va bientôt fabriquer un petit peu, on en fabrique un petit peu, qu'on fait du fromage pour nous, quoi. Là, ça va où après? À Fruitière, là? Ouais. Et puis toi, ça te dirait d'y aller là-bas un jour ou... Ben oui, y aller. Bon, y aller comme ça, faire un voyage ou pour voir comment c'est sûr, quoi. Bon, maintenant, y rester, je pense pas. Quand on est habitué à un pays, on aime assez y rester, quoi. Je pense que le travail, il est quasiment peut-être le même que chez nous, quoi. Mais ils ont peut-être beaucoup plus de facilité parce qu'ils ont beaucoup plus de surface, quoi. Ils ont pas... Bueno, este establecimiento se llama Cañada López. Cette hacienda s'appelle Tania López. Il y a environ 1300 hectares. Les activités principales sont l'agriculture et aussi l'élevage. Le troupeau est composé de veaux, de génisses, de vaches. Les veaux vont être vendus aux abattoirs. Et les génisses serviront à la reproduction. Dans cette surface, entre tous les animaux, entre veaux, génisses et taureaux, nous avons environ 800 têtes de bétail. Les parcelles pour les vaches vont de 80 à 90 hectares et même jusqu'à 150 hectares pour les génisses. Mais pour les veaux, les parcelles sont plus petites, de 40 à 50 hectares environ. En ce moment, on finit de charger 28 génissons qui font environ 750 kg et qui ont pour destination l'abattoir suisse. Ce sont des génissons qui ont été élevés ici, avec leur mère et leur père, qui sont ici. Ils ont plus ou moins 3 ans. Il y a des périodes difficiles, comme pendant les périodes de sécheresse, qui peuvent retarder le développement des animaux. La partie agricole est répartie sur 400 hectares, dans lesquels on a une rotation de maïs, de blé, de soja. Par exemple, ce champ qui est derrière nous est semé à 80% avec du maïs. Et où vous voyez la machine, c'est un essai qu'on fait pour avoir des renseignements en fait, sur le rendement de nos nouveaux hybrides. On essaye des graines qui vont sortir sur le marché d'ici 3 à 4 ans. Tu vois, je suis en train de faire le mur en pierre. C'est un mur de soutènement en fait.
Et ça s'appelle un mur en pierre sèche. Alors c'est difficile parce qu'il faut faire le moins de trous possible, qu'on voit le moins de mortier possible. Et puis les pierres sont pas de première qualité, c'est des pierres des boulis. Et ben l'hiver, je suis moniteur de ski, puis l'été, je suis maçon, spécialisé dans le montage de la pierre, on va dire. Parce qu'il y en a de moins en moins qui savent monter la pierre. Hein. Maintenant, c'est pas très répandu, il n'y a pas beaucoup de gens qui se spécialisent dans ce genre de travail. On peut les monter en pierre sèche comme ça, on appelle pierre sèche. En fait, on voit pratiquement pas de mortier. Et le mortier, c'est la colle, c'est le liant. Et il est à l'arrière, le mortier. Mais sinon, on peut faire des murs avec des joints, là, comme j'ai fait l'escalier. Là, on appelle ça un mur, un escalier avec des joints, en fait. C'est ça, le joint. C'est l'espace ciment, là. Mais ça, dans un escalier, on est obligé. On ne peut pas le faire en pierre sèche parce que sinon, les pierres, elles bougent tout le temps. Alors que là, elles sont tenues en masse. Et puis, c'est le béton derrière qui les lie. C'est vraiment pas possible de faire l'hiver. Hein. Quand il fait moins 15 ou moins 20, c'est impossible de travailler avec des matériaux qui sont plus ou moins liés à l'eau. Hein. Alors, tout de suite, ça gèle sur les outils. C'est pas possible, la maçonnerie. Moi, j'ai choisi ce métier parce que j'aimais bien faire du ski et puis ça se complétait avec mon travail d'été. Beaucoup de gens sont saisonniers l'été, saisonniers l'hiver. L'hiver, ils sont saisonniers sur les remontées mécaniques, les employés de remontées mécaniques, les pisteurs, les moniteurs de ski. Et sinon, le métier d'été, beaucoup sont maçons, menuisiers, quoi encore, bûcherons, carreleurs. On a un peu toutes les activités en fait. Ici, la station a démarré, on va dire en, je sais pas moi, progressivement, très progressivement, 63, 64. Donc tu es t'es pas dans les premiers, mais tu es quand même je suis dans le peloton de tête, on va dire. Parce que avant 68, il n'y avait pas énormément de travail. Et puis il y a eu un boom en 68, on va dire, 67-68, où il y a eu des hôtels qui se sont construits, des maisons d'enfants. On aurait dit qu'un peu les gens s'étaient donné le mot pour tous démarrer en même temps en fait. David, l'étranger, on se range correctement, Lucien là. Mettez-vous tous dans le même sens. Ben là j'ai des classes de neige, c'est des petits séjours en fait. Ils ont 4 jours de ski, ils repartent donc ce soir ou demain je crois. Alors là on va passer un petit test qui s'appelle le flocon, où il faut savoir tourner un peu en chasse-neige et puis on leur donne un petit diplôme et on leur donne aussi une petite médaille. Donc là tu les fais passer là alors. Voilà, là ils passent le test. Là. Tu juges sur quoi là? Ben là, il faut qu'ils arrivent à tourner à droite et à gauche. Il ne faut pas trop qu'ils fassent de chute quand même. Sur leur aisance en fait.
Ça, c'est du cuir de cheval. Il est séché au soleil. Et puis on le travaille au couteau. On enlève le poil. Et avec du papier de verre, on le retravaille pour avoir la même épaisseur. Ensuite, on le laisse reposer un mois et demi. Et on lui passe du savon pour qu'il devienne bien sec et bien lisse, pour pouvoir le travailler facilement. Mon nom est Mario Fabre. Je suis né ici, dans le département de Villa Elisa. J'ai été élevé à la colonie basque, très près d'ici. Après avoir un peu voyagé, puis bien sûr travaillé, dans les années 80, j'ai décidé d'entreprendre ce travail. J'ai commencé juste pour me distraire, et puis finalement, c'est devenu ma profession. On coupe tout à la main, avec un bon couteau, et les lanières doivent être de la même épaisseur, du début à la fin. On enlève le bord de la lanière, comme si on rabotait en fait un morceau de bois. On fait bien sûr de tous les côtés, des 4 côtés de la lanière, tous de la même manière. Et puis on doit obtenir donc une lanière extrêmement fine et régulière. Ma clientèle est très diversifiée, j'ai beaucoup de gens de la campagne qui utilisent mes objets pour les défilés par exemple. J'ai beaucoup aussi de clients au niveau du pays, aussi au niveau international. J'ai vendu au Chili, donc au Brésil, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre. J'ai beaucoup de travail à l'extérieur, des travaux qui ont été reconnus sur le plan national et international, comme le prix Mercosur que j'ai obtenu. Ça c'est le manche d'un couteau. Il est fabriqué avec 140 lanières. C'est un travail très important. Je vais vous faire voir le travail d'un étui fait en cuir et avec une finition pour les bords. Réalisé avec une seule lanière. Et voici un couteau terminé. Le complexe des thermes de Villa Elisa a été créé grâce à un groupe de personnes de la ville qui se sont réunis pour réaliser ensemble sur notre commune une station touristique. Ils se sont demandé pourquoi il y avait des thermes du côté uruguayen et pas du côté argentin. Ils ont donc étudié 3 secteurs de la ville et ils ont déterminé que cet endroit-ci était le meilleur pour avoir une chance de tomber sur les sources d'eau chaude souterraines. Ici, c'était vraiment une rizière. On a acheté des engins de perforation qui étaient très chers et à 1936 mètres de profondeur, on a trouvé de l'eau chaude. Mais la surprise fut que l'eau n'était pas de l'eau douce.
mais de l'eau salée qui sortait de la terre à 41 degrés Celsius. Le complexe thermal couvre 41 hectares dans lesquels on peut trouver le secteur du logement, des bungalows et un hôtel. Actuellement, il y a 84 bungalows complètement équipés avec une capacité de 2 à 7 personnes et un hôtel de 33 chambres. On a également le secteur de la piscine que l'on voit derrière, le restaurant snack bar, tout ce qui concerne la gastronomie. La clientèle principale provient du Grand Buenos Aires. Il s'agit en général de familles. Actuellement, la fréquentation est bonne toute l'année. J'ai repris la scierie familiale de mon père, qui date des années 50-55. Et donc nous transformons des grumes, là, comme vous voyez en arrière-plan. Et notre activité est principalement des bois de charpente. Et les grumes que nous achetons, c'est principalement aux communes forestières de la Haute-Savoie. Donc, par exemple, la Chapelle d'Abondance est propriétaire de tout le territoire, tout le territoire forestier. Donc il y a des coupes de bois qui sont vendues toutes les années. Les forêts sont gérées par l'Office national des forêts, l'ONF. Donc on achète principalement des bois sur pied, debout, et on a des sous-traitants pour exploiter ces bois et les amener jusqu'en scierie. Une fois que le grumier a déchargé les bois sur le parc à grumes, là, donc après on les prend avec un chariot de tri qui permet de trier les grumes en fonction de ce qu'on a besoin. Et ensuite, on les emmène sur le banc de scie, là-bas. C'est une scie à ruban traditionnelle qui nous permet d'effectuer les débits qui nous sont demandés. Les charpentiers font leur débit et les sections sont très variables. Il n'y a pas vraiment de section standard et les longueurs également. Donc on fait vraiment à la demande. C'est de l'épicerie. Voilà, oui, donc étant donné que l'hiver on ne peut pas exploiter, on ne peut pas aller en forêt du fait de l'altitude et de la neige. Donc on est obligé de stocker les bois l'été pour passer l'hiver, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un stock derrière moi qui permet de scier 2 ou 3 mois, Les scieries qui resteront sur le marché, ils sont d'une taille nettement plus importante. Ils représentent 100 fois ce qu'on fait. En une journée, ils font ce qu'on fait en un an, Donc à partir de là, ils ont des coûts de transformation qui sont minimes,
pas sinon au niveau toi mètres cubes, combien tu fais Bah nous on fait entre 6 et 7 000 mètres cubes annuels et puis je veux dire les scieries qui montent maintenant, ils s'en montent tous les jours dans les pays de l'Est ou en Allemagne et c'est des scieries qui font la même production mais en une journée quoi, journalière. Jamais allé en Argentine? Non, c'est trop loin. C'est trop loin. À la nage, j'y arriverai pas et puis en avion, j'ose pas. Yo soy Leonard Francisco Crepy Bonfin. Je suis Léonard Francis Crépy Bonfin. Tengo 75 años. J'ai 75 ans. Y estuve en esta cooperativa desde su fundación. J'ai été dans cette coopérative depuis sa création. Durante 25 años. Et fait partie du conseil pendant 25 ans. Nació por una necesidad. Notre coopérative est née d'un besoin. Avant l'existence de la coopérative, il était très difficile d'exister en tant que producteur de riz. On était exposé aux caprices des grands commerçants et des grands moulins. J'ai une anecdote à vous raconter. La dernière fois que j'ai vendu du riz à un particulier en 72, qui était une époque de grande inflation, j'ai dû le vendre en 10 mensualités égales, sans intérêt. Et quand j'ai touché la dernière mensualité, elle ne suffisait même pas à acheter des bonbons. Alors avec quelques producteurs de riz, nous sommes réunis pour réfléchir à des solutions pour subsister. Et puis c'est comme ça que nous est venue l'idée de former une coopérative dans une période qui était quand même très difficile. Au début, on vendait des sacs de 60 kg de riz. Je me souviens que le premier voyage de riz vendu en vrac, c'est moi qui l'ai porté à Buenos Aires, à une entreprise qui s'appelait Fleur de Lys, qui n'existe plus. Donc le premier voyage, c'est moi qui l'ai transporté dans mon petit camion. On avait trouvé un vendeur qui s'appelait Monsieur Bernardo Ric, parce qu'on ne savait pas vendre le riz à l'époque. La capacité d'accueil de la coopérative est de 48 000 tonnes. L'année dernière, on a fait 10 000 tonnes de plus. La production de riz est de 5 à 6 000 kg par heure. On arrive à une production de 140 000 kg au jour. À la recherche de nouveaux marchés, on développe actuellement une nouvelle variété de riz, du riz aromatisé, dans l'idée d'arriver à d'autres marchés comme le marché européen par exemple. La dernière décision du comité de la coopérative, c'est de répondre aux normes de qualité pour pouvoir entrer sur le marché européen. On a mis en place 3 normes de qualité, dont la norme ISO 9001 et ISO 9002. Actuellement, 40% de la production est réservée au marché interne. On exporte au Brésil, un peu au Chili, aussi en Turquie et en Iran, au Pérou également. Mais l'idée, c'est toujours de produire une nourriture de grande qualité pour faire la différence en cas de crise pour infiltrer le marché européen. Tout le monde travaillait, tout le monde donnait un coup de main. Et c'est comme ça que notre coopérative est née. Quand on a commencé, on n'aurait jamais pensé que la coopérative allait devenir si importante. On a commencé pour se défendre des grands commerçants. Et maintenant, cette coopérative est grande et réputée au niveau national. Elle a beaucoup de prestige. Elle a beaucoup de cultivateurs ont confiance en elle. Con mucho prestigio, con buen nombre, con mucho crédito, muy segura, muy firme. Y dentro de los asociados cultivadores de arroz,
Alors pendant un siècle, pratiquement, du début du XXe siècle jusqu'à presque la fin du XXe siècle, eh bien les liens ont été complètement interrompus avec ces gens qui étaient partis de nos villages et qui vivaient et qui se développaient au bout du monde. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est la perte de la langue, parce que tout de suite on a parlé espagnol et les enfants ont parlé espagnol, donc les moyens de communication sont devenus difficiles, parce que si les premiers écrivaient dans leur langue maternelle à leurs ancêtres restés au pays, ou leurs cousins ou leurs parents restés au pays, eh bien les enfants ne parlaient plus la même langue, donc il a posé un problème. Et puis deuxièmement, en Europe, les guerres, en particulier la guerre de 14 et la guerre de 39-45, ont interrompu les communications parce qu'en Europe, on avait d'autres problèmes, d'autres difficultés. Donc pendant près d'un siècle, ça a été l'oubli et le silence total. Estuve en el cantón de Valais. Como Alejandro Carrón, hermano del padre Gabriel, estaba prevenido. Alors, Alexandre Caron, frère du père Gabriel, savait qu'il y avait en Belgique un Argentin qui s'intéressait beaucoup à l'histoire de l'immigration. Cette personne possédait un grand nombre de documents sur cette histoire. Ces documents certifiaient donc la présence de familles cousines dans le canton du Valais, mais aussi indiquaient le nom des villages de départ des immigrants. C'est donc grâce à ça que j'ai commencé à parcourir les paroisses à la recherche de nos familles. Como al mismo tiempo había agregado el material preciosísimo entonces de las diapositivas, mostrando los distintos pueblos de donde procedían familias suizas o valesanas, entonces ese material fue el que me sirvió para recorrer escuelas, capillas. Bueno, el día que esas personas encontraron a sus padres o a su madre, era un día de Le jour où nous avons rencontré pour la première fois nos familles venant d'Europe, fut pour nous un jour de joie immense que jamais personne n'oubliera. En 1990, un premier voyage a été organisé pour célébrer le 100e anniversaire de la colonie Villa Elisa qui a été fondée en 1890. Donc 236 Savoyards, 150 Valaisans et quelques dizaines de Piémontais ont effectué le voyage et c'était des retrouvailles qui, sur le plan émotionnel, ont été d'une intensité tout à fait particulière. Et puis pour concrétiser cette amitié et ces liens retrouvés, nous avons décidé de construire dans les deux villes avec qui les Savoyards avaient des liens plus formels, c'est-à-dire Villa Elisa et San José, des centres culturels que nous avons inaugurés en l'an 2000 avec la présence du gouverneur de la province d'Entre Rios, avec la présence de l'ambassadeur de France, avec la présence de toutes les autorités locales, civiles et religieuses. Bon, je suis professeure de français au centre Savoyard ici à San José et aussi au centre valaisan de Colón. C'est difficile pour les élèves d'apprendre la prononciation du fait, c'est-à-dire en espagnol, on prononce toutes les lettres qu'on écrit. Oui, et vous, en français, vous avez des diphtongues, des triptongues, et à s'habituer à ça, à cette manière différente de lire, c'est parfois un peu difficile. Mais les deux sont des langues d'origine latine, alors il y a aussi des rapports de ressemblance, si vous voulez, entre les deux langues. Ici à San José, on apprend le français au tout petit à partir de la maternelle, c'est-à-dire il y a des élèves de 2-3 ans qui commencent à apprendre le français, à chanter en français, à apprendre je sais pas, le nom de couleurs, la prononciation surtout, on travaille à cet âge-là. Et puis, une fois qu'ils terminent l'école maternelle et qu'ils commencent l'école primaire, il y a des cours en parallèle avec l'école. Alors, nous avons des élèves à partir de 5 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Para criar sus hijos buenos, don Pedro Martín Andrade
A usted le bastan los remos y un corazón de panalé. Para quererla María sus ojos negros le alcanzan y el alma isleña que tiene un cielo azul de esperanza. Para vivir en el río y conversar con las aguas no necesita más voces que los trinos en el alba. Cuando agita el Sagastume su cauce en la costa isleña, se me ocurre que don Pedro, envuelto en sus aguas, sueña. Cuando agita el Sagastume su cauce en la costa isleña, se me ocurre que don Pedro, envuelto en sus aguas, sueña. Se me ocurre que don Pedro, envuelto en sus aguas, sueña. El boliche está de fiesta y hay charla en el mostrador, porque está Cherero Río calentando el acordeón. Eso es Cherero ahí. En las noches silenciosas por las leguas sabe andar el compás de una chaparra clareando en la oscuridad. Y bueno, ese día Sacre Renou, Sacre Tobé, Sacre Chorgue, la Serpenaille, Vieux Corbet, el Sa, la Fenetra, el Forné, y Sacrenon dije, sí, y la Nanon, la tante Nanon, la tante Nanon, y después, ¿qué otra tía? Vi que